on a remarqué qu'effectivement le principe de précaution était de plus en plus évoqué, parfois évoqué à la place du principe de prévention, pour la grippe H1N1, le volcan islandais, enfin tout un tas d'exemples qu'on a parfois cités, mais parfois à juste titre au nom du principe de précaution. On a cité les OGM, les nanotechnologies, etc. Alors on va se poser la question de l'avenir politique de ce principe de précaution. Dans les débats précédents, on a déjà en fait identifié quelques-uns de ces paramètres d'évolution. On a parlé de la puissance grandissante, de la capacité grandissante des technologies, ce qui fait qu'aujourd'hui les risques sont d'une bien plus grande envergure. On a évoqué également le fait qu'on s'intéresse de plus en plus à des risques qui sont issus d'expositions à faible dose, sur des longues durées diffuses, donc plus difficiles à déterminer. Alors peut-être que de ce fait, le principe de précaution est amené à s'étendre. Peut-être également est-ce l'aboutissement d'une augmentation de la judiciarisation, de l'individualisation des choix. On accepte beaucoup moins autre chose que le risque zéro. Alors dans ce cas-là, le principe de précaution doit-il veiller à ce qu'on évite cette évolution? Et peut-être encore un autre paramètre qu'on a identifié ce matin, c'est la nouvelle définition de l'intérêt général qui ne se fait plus à quelques-uns, mais qui doit se faire avec de nombreuses parties prenantes, une évolution de cette gouvernance. Et là, on peut se demander si le principe de précaution, du coup, va finir par s'atteler à d'autres domaines. Alors, on a cité l'esthétique. Est-ce que le principe de précaution va s'appliquer aux risques financiers? Voilà. Donc, on va remercier nos 4 intervenants d'être venus pour en discuter. Oui, bonjour à tous et merci Diane. Bettina Laville, vous êtes avocate, conseillère d'État. Vous êtes fondatrice et présidente d'honneur du Comité 21 qui regroupe des entreprises, des collectivités, des associations, avec pour but d'être un moteur des réflexions dans le domaine du développement durable et de faire aussi de la pédagogie pour le développement d'une économie responsable. Alain Geste, vous êtes député de la 6e circonscription de la Somme. Vous êtes président du conseil d'administration de Voies navigables de France. Vous êtes, entre autres travaux parlementaires, co-auteur du rapport d'information du 8 juillet 2010 sur le principe de précaution avec monsieur Tourtellier, qui est à ma gauche. Vous avez récemment co-signé une proposition de loi visant à suspendre la fabrication de produits contenant du bisphénol A, si je ne m'abuse. Maria Pelletier, vous êtes à la fois chef d'entreprise et responsable d'association, ce qui est original. Donc, vous êtes chef d'une entreprise de production d'alimentation bio, le Moulin Marion, qui est situé dans l'Ain. Et vous êtes présidente, entre autres mouvements, du Mouvement pour le droit et le respect des générations futures, le MDRGF, qu'on appelle aussi l'association Génération Future. Et vous êtes membre fondatrice du réseau Environnement Santé, qui mène des campagnes d'information sur les grandes questions de santé et d'environnement. Donc, Philippe Tourtellier, vous êtes député de la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine et vous êtes membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique et co-auteur, avec Monsieur Geste, du rapport d'information du 8 juillet 2010 sur le principe de précaution. Nous avons une première question à poser à Madame Bettina Laville. Mais là, on imagine bien que, vu qu'on est la dernière table ronde, il y a déjà beaucoup de volonté de réaction. On va quand même essayer de vous poser quelques questions, notamment peut-être, Madame Laville, sur la gouvernance, puisque finalement, on pose la question de l'avenir politique du principe de précaution. Cette question pose aussi l'avenir du politique dans le principe de précaution. Est-ce qu'il est destiné
arbitrer entre des experts? Est-ce qu'il est destiné à arbitrer entre des citoyens et des experts? À arbitrer peut-être entre des risques différents? Est-ce qu'aujourd'hui, on va devoir arbitrer entre le risque du changement climatique et le risque du nucléaire? Voilà. Quelle gouvernance doit-on souhaiter et quelle va être la place de chaque acteur? Merci. Alors c'est redoutable là, de commencer cette table ronde. Alors, si je réponds directement à la question, je dis d'abord changer le titre du colloque. Ça me paraîtrait de bonne gouvernance, parce que la précaution par principe est une prise de position, et je veux dire, on voit bien l'intelligence et l'ironie des organisateurs, mais personne n'en doutait dans cette assemblée. Le principe de précaution n'est pas du tout la précaution par principe, pas du tout. La précaution par principe voudrait dire une espèce d'automatisme névrotique sur le fait qu'on soit précautionneux, et déjà précaution et précautionneux, c'est déjà sémantiquement un peu différent, par principe, pas du tout. Je veux dire, le principe de précaution, si j'avais à répondre, et donc j'ai à répondre manifestement à votre question sur la gouvernance, je dirais, c'est tout le principe de précaution, rien que le principe de précaution. Le principe de précaution a été défini, le petit opuscule que nous avons et qui a été développé tout à l'heure est très remarquable. Il a été défini en France constitutionnellement. Tous les mots sont pesés et ont été ô combien pesés. Le débat qui s'est fait au moment de la charte et au moment où Michel Barnier a fait voter l'inscription de toute le débat de 1992 et les principes non contraignants de la conférence de Rio dans une loi, c'est-à-dire a rendu le principe de précaution contraignant. L'ensemble des décisions jurisprudentielles, dont toutes au niveau de la cassation, sont extrêmement sages. Évidemment, il y en a des fantaisistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des tribunaux, il y a une hiérarchie dans les tribunaux et qu'il y a in fine la cassation. Il y a évidemment le plus fantaisiste, c'est celui de 2009 d'une cour que je ne nommerai pas, qui dit qu'un trouble de voisinage est à peu près assimilable au fait qu'on déclenche le principe de précaution. Bien entendu, ça c'est fantaisiste, et bien entendu, alors là en l'occurrence ça ne va pas être cassé, puisque, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça n'a pas, en l'occurrence, celui qui a malheureusement reçu cette décision, qui était à la table tout à l'heure d'ailleurs, n'a pas fait appel. C'est dommage, mais bien entendu ça c'est fantaisiste et ça ne fera pas jurisprudence. Voilà. Donc, premier principe, si j'ose dire, changer le titre. Alors, vous me demandez gouvernance. Moi, je voudrais dire juste 5 principes de gouvernance et je vais aller très vite. Premièrement, et ça a été très bien dit dans la salle, le temps. Le principe de précaution n'est pas le principe de prévention. Et ça, je pense qu'il y a une extraordinaire confusion là-dessus. Lorsque, par exemple, on parle de la centrale de Fukushima par rapport au principe de précaution, ce n'est pas du tout le principe de précaution, c'est le principe de prévention. Et c'est le principe de prévention, malheureusement, mal appliqué, exactement comme nous avons eu un problème qui aurait pu être très important, je l'ai vécu en direct à Blaye, il y a 10 ans au moment de la tempête, c'est le principe de précaution, c'est le principe de prévention, pardonnez-moi, et c'est le principe de prévention allié au fait que il y a dans la, comment dirais-je, dans les normes, dans l'application des normes, en fait, et dans le choix surtout, c'est dans le choix des normes, un problème qui est souvent des économies de bout de chandelle. Et les économies de bout de chandelle, par exemple, dans ces affaires-là, c'était tout simplement la hauteur de la digue. Bon. Alors, il y avait une économie, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Et il y avait également le fait qu'on n'imagine pas, parce que les normes sont prises intentées, sans croiser un certain nombre de données scientifiques ou techniques qu'on a, et on n'imagine pas qu'il y ait des dommages plus importants que les spécialistes les arrêtent. On ne les imagine pas. Pourquoi ? Pour 2 principales raisons. Premièrement, par perte de mémoire, parce que très souvent, dans le temps passé,
n'est-ce pas Gilles? Tu as très bien dit ça d'ailleurs dans ton livre. Dans le temps, il y a des pertes de mémoire, des oublis très importants, et c'est l'énorme problème de l'énergie nucléaire, hein, et l'énorme problème des déchets. Et deuxièmement, il y a aussi un sujet fort là-dessus, c'est qu'on ne croise pas des phénomènes nouveaux comme les phénomènes extrêmes, par exemple. Bon, ça, c'est la première chose. Et donc, le principe de précaution est un principe dans l'avenir et donc dans le temps. Il n'a pas de sens dans le présent. Toute sa formulation juridique, c'est dans l'avenir, premièrement. Deuxièmement, ne pas l'opposer au principe d'innovation. Je vais vous raconter une anecdote en 2 minutes. J'étais à la commission du Grand Emprunt. Et à un moment donné, un des membres de cette commission, qui d'ailleurs a écrit donc, ce livre dont je parlais, demande au plus remarquable spécialiste des biotechnologies en France, tout frétillant, et monsieur, dites-nous à quel point le principe de précaution empêche vos recherches, entrave vos recherches. Et le type lui dit « Ah non, pas du tout. Ça, non, pas du tout. Vous savez, c'est quelque chose de naturel chez nous, le principe de précaution. Au niveau scientifique, nous l'appliquons. Jamais nous n'avons été entravés par ce problème juridique. » Alors, le principe de précaution n'est pas, comme d'ailleurs le disait très bien Bruno Latour, je cite, n'a rien à voir avec l'inaction et non plus avec l'action précautionneuse, hein, pour reprendre l'adjectif. C'est simplement, effectivement, une nouvelle manière de gouverner. Ce n'est absolument pas contradictoire avec l'innovation, je dirais même que ça la favorise. Parce que quand on veut innover et aller jusqu'au bout de son innovation, on essaie de ne pas la gâcher en plein milieu, c'est-à-dire qu'elle soit arrêtée par un problème de dommage que l'on n'aurait pas prévu. Donc le principe de précaution, c'est un principe de sagesse de l'innovation. Quatrième problème, les normes. Hein. Alors, je crois qu'il y a 3 degrés. Il y a la recherche des normes, il y a la fixation des normes, il y a le respect des normes. Dans la plupart des pays démocratiques, et le nôtre, le respect des normes est à peu près bien assuré. Il y a bien entendu, comme le disait Dominique, des signes noirs, etc. Mais je crois qu'on peut avoir confiance dans le respect des normes. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est en amont. C'est la recherche des normes par croisement des différents risques. Le problème, c'est que chaque spécialiste prend son propre risque. Vous lisez par exemple les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire. Depuis 3 ans, l'autorité de sûreté nucléaire annuellement dit « Attention, le changement climatique amène un certain nombre de risques nouveaux qu'il faut tenir en compte et qu'il faut traduire. » Ça, je dirais que c'est une... voilà, c'est simplement, nous sommes dans des sociétés complexes. La fixation des normes vient évidemment de cette recherche plus approfondie, plus complexe des normes, et c'est là, quand la plupart des accidents, c'est là où il y a le problème. Finalement, à quelle catastrophe Fukushima est-elle assimilable? Pas tellement à une catastrophe nucléaire. Elle est très comparable à ce qui s'est passé à BP. Hein, parce que vous avez pas un risque nouveau, vous n'avez pas quelque chose que... C'est pour ça que c'est vraiment de la prévention. Vous avez simplement des normes mal respectées, d'une part, dans les 2 cas, par économie ou par mauvais comportement de l'entreprise, hein, exactement. Je crois que là, pour l'instant, bon, les enquêtes, évidemment, ne sont pas faites, mais je pense qu'on le sait déjà, ça. Et par conséquent, une catastrophe. Donc là encore, nous sommes dans la prévention. Sur la gouvernance, évidemment, il faut, mais ça, tout le monde le sait, du croisement d'expertise, plus de conférences des citoyens et les conférences des citoyens. On appelle maintenant conférence de citoyens absolument n'importe quoi, c'est-à-dire une espèce de débat. Bon, pas du tout. Une conférence de citoyens, c'est très normé, avec vraiment des règles, et il n'y en a pas eu, contrairement à ce qu'on croit, depuis 10 ans. Il y a eu des assemblées de citoyens parlant ensemble, mais une conférence de citoyens avec l'étude très approfondie auparavant qui est donnée aux gens, la connaissance scientifique qui est donnée aux gens pour qu'ils puissent débattre ensuite, il n'y en a pas, et ça, il faudrait les refaire. Bon. D'autre part, je sais que M. Ewald a parlé, nous le connaissons depuis longtemps,
le monde des assureurs doit complètement changer. Et ça, c'est un problème de gouvernance absolument énorme, hein, parce que à partir du moment où les assureurs comprendront que le changement climatique, l'ensemble des nouveaux risques dans ce XXIe siècle, leur coûteront infiniment plus cher que s'ils étaient, contrairement à ce qu'on peut entendre, les promoteurs du principe de précaution, nous aurons véritablement changé, je crois, les gouvernances. Malheureusement, ça arrive plus vite qu'on croit, parce qu'un beau jour, la réassurance va avoir un petit peu de mal à tenir le coup, et je constate d'ailleurs que les sociétés de réassurance commencent à s'inquiéter. Donc, la gouvernance du principe de précaution, pour répondre d'une phrase à votre question, c'est tout simplement gouverner la complexité de manière sage. Merci beaucoup, Bettina Laville. Je voudrais demander à Alain Geste, justement, dans cette gouvernance, au sein de cette gouvernance, quelle est la place du politique et de l'élu en particulier, qui se situe entre les experts d'un côté, les citoyens de l'autre. Est-ce qu'il a un rôle particulier et quel est ce rôle ? Merci. Je serai volontairement concis pour qu'on puisse tenir dans les délais. Oui, merci, parce que la salle est occupée juste après. Voilà. Merci beaucoup. Donc si on pouvait ne pas dépasser les 5 minutes par intervenant, ce serait parfait. Merci beaucoup. Vous ne m'aviez pas dit ça. Juste déjà pour vous dire que Philippe Tourtellier et moi, nous avons travaillé dans le cadre d'un nouveau système à l'Assemblée nationale qui s'appelle le comité d'évaluation et de contrôle, qui, comme son nom l'indique, est destiné à examiner l'efficience des textes que nous avons votés. Et il nous est apparu, et notamment au président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, que ce principe de précaution constitutionnalisé était à l'évidence un sujet sur lequel il était nécessaire de s'interroger. Le président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, était très préoccupé par un aspect que vous avez, je crois, évoqué dans la première table ronde, c'est les conséquences éventuelles de l'application du principe de précaution sur, disons, le développement de manière générale, l'innovation, et notamment sur les problématiques de recherche. Et effectivement, ce qui le préoccupait beaucoup, c'était la diminution drastique, voire la quasi-nullité maintenant des recherches françaises en matière d'OGM. Et donc, l'idée qui a été la nôtre, c'est de regarder à partir du fonctionnement au bout de quelques années du principe de précaution, ce qui avait lieu de poser des questions qui nous ont permis d'ailleurs d'ouvrir le débat à l'occasion de tables rondes avec des spécialistes de toute nature, et puis de faire un certain nombre de préconisations, parce que le but du comité d'évaluation et de contrôle, c'est pas simplement de faire des constats, c'est de proposer au gouvernement des évolutions. Et nous sommes à ce stade, puisque, pour ne pas faire de mystère particulier, demain matin, Philippe Tourtellier et moi travaillons avec la commissaire du développement durable du ministère de l'Environnement sur ce sujet-là. Je referme la parenthèse, ça me paraissait important de le dire, parce que vous vous posez la question de savoir quel est le rôle du politique. À l'évidence, dans la société dans laquelle nous sommes, organisée comme elle est aujourd'hui, il est tout à fait essentiel, puisque nous sommes, sauf avis contraire encore, dans un système de démocratie représentative. Et la démocratie représentative veut qu'à un moment donné, il y ait des personnes qui ont reçu une mission, par la voie du suffrage universel, de trancher telle ou telle question. La difficulté, s'agissant du principe de précaution, c'est que l'on touche à des sujets qui sont par nature extrêmement techniques, scientifiques, sur lesquels, évidemment, les élus n'ont pas la prétention d'avoir une connaissance supérieure à la moyenne des citoyens. Et donc la problématique que nous avons eue devant nous, c'est de voir comment on pouvait véritablement mettre en œuvre de manière, j'allais dire, opposée, et je partage votre point de vue de départ sur le fait de changer le titre de la réunion, parce que le titre, la précaution par principe, c'est très exactement ce qu'on veut éviter. Très exactement ce qu'on veut éviter. Et, je ne sais pas ce que Philippe dira là-dessus, parce qu'on est généralement assez proches l'un de l'autre sur les positionnements, donc je suis désolé pour les débats des deux fondations, mais on est assez en accord. Mais je dois dire que s'il y a quelque chose que personnellement je crains, c'est cette dérive-là. Pourquoi je crains cette dérive-là ? Parce que ce que nous avons observé, c'est que la plupart
des sujets, je crois que vous l'avez évoqué, je n'étais pas là au début de la réunion, mais je crois que vous l'avez évoqué, la plupart des sujets qui sont évoqués par référence au principe de précaution ne concernent pas le principe de précaution. Je voudrais quand même, par exemple, faire remarquer que le principe de précaution ne concerne pas dans le texte la santé. Et que s'il advient qu'une question se pose, nous l'avons d'ailleurs posée dans notre rapport, c'est de savoir si on doit modifier le texte sur ce plan-là, puisque de deux choses l'une, ou bien à chaque fois que c'est un problème de santé, on évacue le principe de précaution, puisque le constituant a voulu justement évacuer le problème de la santé du principe de précaution. Ou bien on constate que le principe de précaution est par nature toujours attaché au problème de santé, et dans ce cas-là, il faut faire évoluer le texte. Donc là, le rôle du politique est essentiel, parce qu'effectivement, quand on parle du principe de précaution pour H1N1, c'est évidemment pas un problème de principe de précaution, n'en déplaise y compris à la ministre et à ses services qui ont évoqué à tour de bras le principe de précaution à ce sujet-là. Quand on parle du principe de précaution sur le nuage du volcan, ça n'est évidemment pas le principe de précaution. Quand on parle, en ce moment, c'est un débat qui devient d'actualité forte, du principe de précaution sur l'exploration sur les gaz de schiste, personnellement, j'ai un doute évident sur le fait que on doit appliquer le principe de précaution, puisqu'on connaît déjà les désagréments qu'ont provoqué des méthodes d'exploitation, pas le gaz lui-même, les méthodes d'exploitation. Par conséquent, s'il y a un sujet sur lequel il faut se focaliser, et le rôle du politique, c'est ça, c'est de regarder comment faire en sorte que le principe de précaution s'applique vraiment ce à quoi il était destiné à l'origine. Ça pose le problème, je laisserai Philippe d'ailleurs s'exprimer là-dessus, ça pose le problème de la mise en œuvre. Comment on évalue qu'on est véritablement dans le cadre du principe de précaution? C'est la première démarche à faire. Puisque, à l'heure actuelle, sur tous les sujets qui sont évoqués, on rentre, pardonnez-moi de dire comme cela, bille en tête sur le problème du principe de précaution, avant même d'avoir véritablement regardé s'il s'agit d'une application ou non de ce fameux principe. Donc il y a, de notre point de vue, là, un vrai problème, parce que si tant est que ça continue comme cela, alors à ce moment-là, on se retrouverait effectivement dans la dérive qui avait provoqué énormément de débats, d'ailleurs, lors de la discussion sur la constitutionnalisation du principe, et qui avait été à l'origine des réserves les plus vives de ceux qui craignaient justement que l'on refuse à travers cela le progrès scientifique, etc. Autre point qui me paraît extrêmement important, et le rôle du politique, c'est ça, c'est de trouver la méthodologie et les outils pour faire en sorte que l'analyse qui est faite, et notamment l'analyse scientifique qui est faite pour éclairer la décision politique, soit autant que faire se peut incontestable. Parce que quelle est la problématique que l'on rencontre aujourd'hui? Et je l'ai bien vécu, moi, lors du rapport que je faisais sur la téléphonie mobile, qui est évoqué tout à l'heure, c'est que toute proposition ou toute démonstration scientifique aujourd'hui est sujette à caution. Nous sommes dans une société où le scientifique voit son rôle, ou en tout cas voit la véracité de ses propos remis très sérieusement en question, voire très contesté. Ce que j'admets parfaitement. Mais pour qu'il y ait un rôle politique et une décision, il faut bien que cela repose sur quelques éléments qui soient tangibles et fiables. C'est ce à quoi aussi nous nous sommes attachés. Dernier point que je souhaitais évoquer à propos de votre question, bien évidemment, le rôle du politique, c'est aussi, et c'est la question fondamentale que pose le principe de précaution, de mettre bien en équilibre, ou en tout cas peser les risques et les avantages. C'est toute la problématique que l'on a autour du principe de précaution. Un professeur de médecine célèbre, professeur Tubiana, que nous avions écouté, nous avait dit « Si le principe de précaution avait existé à l'époque, peut-être aurions-nous dû renoncer à la transplantation de toute nature. » Bon. Ça pose la question de savoir si effectivement
il était souhaitable de renoncer aux transplantations. Donc, on a effectivement pointé un certain nombre, dirais-je, de dysfonctionnements par rapport à l'esprit de départ du législateur. On a essayé de se poser des questions, y compris ultimes, c'est-à-dire faut-il supprimer l'article 5 de la Constitution, enfin, on a posé vraiment toutes les questions. Je dois dire qu'on n'a eu à aucun moment, ça corrobore un peu ce que vous disiez, maître, à l'instant, à savoir que personne ne nous a dit ça nous empêche vraiment de travailler. Si je mets de côté le problème des OGM, le reste, au niveau recherche ou économie, ça provoque éventuellement des hésitations, des doutes dans certaines entreprises, le risque de travailler pour un produit lui-même dérivé d'un autre, je pense par exemple aux composants électroniques de téléphone, ça nous a été cité, mais ça ne nous a jamais été clairement indiqué comme étant une atteinte au développement et donc à l'activité. Donc, sachant cela, mais sachant aussi qu'on a énormément de mal à cadrer ce principe, notre problématique, ça a été de se dire on va trouver une méthodologie. La méthodologie, c'est celle qu'on veut travailler avec le gouvernement. Et sans vouloir me faire l'animateur à la place des animateurs, c'est quelque chose dont Philippe pourrait vous parler. Merci pour cette suggestion. Nous courons un grand risque, c'est celui de ne pas avoir de questions du public. Donc je vais demander aux deux prochains intervenants de bien respecter la limite de 5 minutes. Maria Pelletier, vous avez donc, comme je le disais tout à l'heure, une position originale, puisque vous êtes à la fois une militante du développement durable et un entrepreneur. Et donc, je voulais nous voulions tous avoir votre point de vue sur le sujet du principe de précaution. Est-ce qu'il est compatible avec le développement économique et la croissance? Merci de votre réponse. Alors, merci. Tout d'abord, je voudrais peut-être revenir sur ce qui est propre au principe de précaution et pourquoi il est arrivé qu'on en parle très fortement et qu'il y ait des positions politiques là-dessus. Eh bien, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a des problèmes environnementaux, il y a des problèmes de biodiversité, il y a des problèmes de santé publique. Si on n'avait pas eu ces problèmes-là, on n'aurait pas eu besoin d'aborder ces sujets. Et je pense que ce matin, on a oublié quand même d'en parler, ce qui semble primordial. À partir de là, c'est prévenir, c'est réduire les productions et l'exposition à des technologies ou des matières qui peuvent nuire à la santé et qui peuvent nuire à l'environnement. On doit aussi tenir compte, en tant que chef d'entreprise, bien évidemment, d'une avancée technologique. On ne peut pas la jeter, on ne peut pas tout jeter, loin s'en faut. On parlait tout à l'heure des téléphones. Si on avait appliqué le principe de précaution à une époque, on aurait peut-être travaillé sur les téléphones qu'on a actuellement, qui sont un petit peu moins nocifs à la santé. Et donc, on aurait été un petit peu plus loin. On aurait demandé aux entreprises de prendre des responsabilités plus importantes. Je pense aussi que par rapport à ce principe de précaution, on a besoin d'une indépendance totale des experts et qu'à partir du moment où un chercheur, même s'il n'est pas dans la recherche liée aux entreprises, mais qu'il est dans la recherche de la santé, eh bien, on doit l'écouter et on doit remettre en question peut-être des a priori ou des certitudes. Et là aussi, cette indépendance de l'expertise nous semble vraiment, vraiment primordiale. Au niveau des responsabilités, eh bien là aussi, on doit peut-être les faire porter au pollueur. Le pollueur doit être le payeur, c'est-à-dire qu'on doit, en amont, avant de mettre en place une technologie ou de mettre en place un produit, c'est de tester. Bien évidemment, l'erreur peut être là, mais on doit déjà aller au maximum dans cette recherche pour éviter des catastrophes qui peuvent être irréversibles. Il est bien évident que sur des petits sujets, on peut trouver des solutions facilement. En revanche, quand on engage la société à très long terme, comme on l'a vu avec le nucléaire, comme on le voit parfois avec des OGM, comme aux États-Unis, on commence à avoir des doutes sur certaines pratiques, eh bien, on doit effectivement faire de la recherche, ça c'est indispensable. En revanche, a-t-on le droit d'hypothéquer l'avenir? A-t-on le droit de laisser à nos générations futures gérer nos propres problèmes? Et puis, on doit se poser la question parce que, justement, aujourd'hui, on a des problèmes de santé qui sont incontestables. Quand on sait que le plan cancer 2009-2013 nous annonce un homme sur deux, une femme sur trois avec un cancer,
Est-ce qu'on a envie de vivre vieux avec ça? Est-ce qu'on a envie de se trouver avec Alzheimer à 50 ans? Or, ce sont quand même des constatations qui sont là, on ne peut pas les ignorer. Donc nous avons, en tant que chef d'entreprise, cette responsabilité de dire, eh bien oui, on doit bien évidemment penser à l'économique, on a l'obligation de tenir, de payer des salariés, on a l'obligation de développer, on a l'obligation de nourrir pour les agriculteurs et puis les transformateurs en agroalimentaire. Mais en même temps, a-t-on le droit d'aller sur cette recherche, notamment en agroalimentaire, où plutôt que de chercher des produits agricoles, on va chercher de la chimie pour donner de la couleur ou pour donner du goût? Est-ce qu'on a le droit de penser qu'à partir du moment où on a mis sur le marché un produit, eh bien, si on le trouve bon, si on le trouve joli, il est forcément bon d'un point de vue nutritionnel? Or, quand on travaille là aussi sur l'agroalimentaire, on s'aperçoit que la plupart du temps, les chercheurs, dans les grandes écoles, moi je les fréquente assez régulièrement en tant que chef d'entreprise, eh bien, on se préoccupe beaucoup plus des demandes de l'industriel, à savoir est-ce qu'il présente bien, est-ce que d'un point de vue marketing c'est vendable, plutôt que de dire qu'est-ce que j'apporte d'un point de vue nutritionnel. Donc, si vous voulez, on m'a demandé d'être courte, je vais le rester, mais si vous voulez, ce que je voulais poser comme base, c'est effectivement, si on parle de principe de précaution, c'est parce qu'on a des problèmes, et que ces problèmes-là, il faut absolument qu'on trouve des solutions, et assez rapidement. Merci beaucoup d'avoir été brève. Bon, alors, donc, quand on entend nos trois premiers intervenants, on est donc loin de la précaution par principe, loin du principe de peur. Finalement, on est loin de cette crainte de la dictature écologique. Le principe de précaution, parfois, effraie comme un premier pas vers cette éventualité. Philippe Tourtellier, donc votre co-rapporteur, vous a déjà donné tout un tas de questions. Est-ce que, puisqu'effectivement vous êtes très clair dans votre rapport sur le fait qu'il ne faut pas l'abroger, est-ce qu'on va avoir du coup une législation pour définir ou redéfinir le périmètre, préciser la mise en œuvre, etc., du principe de précaution? Merci, même si je vais arriver très vite à votre question précise. Quelques remarques quand même. Je remarque que le débat est toujours passionné et donc irrationnel. Enfin, il a tendance à être irrationnel. J'ai lu au week-end le livre de Jean de Kervas-Doué. Effectivement, c'est un livre sur la peur, ce n'est pas un livre sur le principe de précaution. Le deuxième remarque, c'est que la confusion prévention-précaution donne un débat sans arrêt confus. On l'a encore vu aujourd'hui. Je pense que ça vient de l'expression française « on prend ses précautions ». C'est-à-dire que dans le principe de prévention, en fait, on prend ses précautions. Et à partir de là, pour expliquer, ça paraît difficile. Troisièmement, depuis qu'il y a eu un glissement de l'environnement à la santé, il y a eu l'irruption du point de vue individuel par rapport au point de vue collectif. C'est-à-dire, dans le point de vue environnemental, c'est collectif très souvent. Dans le point de vue santé, c'est individuel. Et ça, on revient sur un problème démocratique classique, mais qu'on n'a pas assez traité. Je passe rapidement sur le reste. Donc, étant donné les discussions sur la définition, le positionnement, les domaines du principe de précaution, avec Alain Geste, on a pensé qu'il fallait reprendre au pied de la lettre l'expression « c'est un principe procédural » et donc définir la procédure. Alain l'a rappelé, la première chose à faire, c'est quels sont les critères de la décision et rappeler qu'il y a toujours risque-avantage. C'est évident dans le dialogue du médecin avec son malade, mais c'est beaucoup moins évident dans une approche collective. Et quelqu'un parlait ce matin de modification géographique par rapport au risque. Je pense que c'est parce que dans les pays émergents, l'avantage économique et social d'un certain nombre de décisions est tellement évident par rapport au niveau où ils sont qu'ils ne se posent pas la question du principe de précaution, alors que nous, on se la pose. Le deuxième critère, c'est effectivement un critère démocratique, rapport entre individuel et collectif. François Ewald, finalement, au bout du bout, il est arrivé sur une responsabilité individuelle. Et il a même parlé d'une information via le marché. Ce à quoi Aurélie-Philippe Etier a répondu, l'État, garant de l'intérêt général et des générations futures. Je pense que les deux positions étaient bien résumées. Alors, qui décide ? Dans un mail un peu provocateur, on nous dit, de préparation, on nous disait le peuple, les experts ou le politique. Alain a déjà répondu. Mais François Ewald, quand il parle d'une société dispersée, il a parfaitement raison. Mais quand il parle d'une appropriation par différents groupes
d'un bout d'État, mais c'est la question du lobbying. Il n'y a pas qu'ici. C'est-à-dire le lobbying, il est permanent sur toutes les décisions et chacun essaye de s'approprier un bout de la décision de l'État. Avant, le politique, il s'abritait derrière l'expert, c'était assez facile, et il disait l'expert a dit ça, donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, la société civile demande aux politiques de reprendre sa place de responsabilité, et ça, je trouve que c'est extrêmement important, et de la reprendre après consultation de la société civile. L'élu n'est plus élu pour la durée d'un mandat pendant lequel il ne rend pas de compte, on le sait tous, on rend des comptes en permanence, et on écoute en permanence. Donc la démocratie participative, qui est liée à l'application du principe de précaution, effectivement, elle n'est pas concurrente, comme ça a été dit à la table ronde, elle est complémentaire de la démocratie représentative. À partir de là, la procédure, nous, on a pensé qu'il fallait distinguer différentes étapes. Premièrement, est-ce que l'alerte est plausible? Ça suppose deux choses, protéger les lanceurs d'alerte, mais deuxièmement, avoir une commission, qui existe déjà d'ailleurs, pour dire, bah oui, scientifiquement, il y a suffisamment d'alertes, de raisons qui font qu'on peut considérer l'alerte comme plausible. Après, une fois qu'elle est considérée comme plausible, cette commission, cette première étape, pourrait nommer un référent qui gérerait la suite et qui approfondirait l'expertise sur deux plans. L'expertise scientifique, d'abord, et aussi l'expertise sociétale. Et l'expertise sociétale, ça a été dit aussi, je crois, ce matin, ça suppose de replacer le questionnement dans une optique historique, économique, psychologique, sociologique, etc. Mais par des experts, à ne pas confondre avec des représentants de la société civile, comme dans le Haut Conseil des biotechnologies, parce que là, on mélange les deux fonctions. Donc, expertise. Tout ceci pour avoir un matériau, avec les consensus, les dissensus, les choix. Et ce matériau, troisième phase, il est proposé au débat public. Alors, débat public à organiser sous toutes les formes que l'on veut, avec des formes plus ou moins normées qui donneront plus ou moins de confiance dans les résultats. Mais le débat public à partir d'un matériau. Et enfin, à partir de tout ça, le politique prend ses responsabilités et décide. Alors effectivement, comme l'a dit Bettina Laville, c'est complètement incompatible avec l'urgence. Ça, c'est le premier point. Et je pense qu'on devrait anticiper au cas par cas sur certains nanomatériaux, par exemple, pas les nanomatériaux, certains nanomatériaux, certaines questions qui se posent, de façon à ne pas être au pied du mur, parce que le principe de précaution n'est pas compatible avec l'urgence. Alors, en conclusion, pour aller respecter les 5 minutes, je pense qu'il faut légiférer à Alain Geste, enfin, on va regarder avec Alain Geste quel texte il faut, quelle organisation, donc, pour avoir quelque chose de fiable, mais on ne peut pas laisser le juge sur le fond se comporter en expert, c'est pas possible. Et le juge indemniser l'angoisse, je veux bien qu'il indemnise l'angoisse quand le risque de l'amiante est avéré, mais indemniser l'angoisse d'un risque potentiel, alors là c'est des dérives complètement, on ne fait plus rien. Donc est-ce que le principe de précaution transforme la décision politique? Ben, évidemment, parce que ça oblige à redonner de la démocratie, ça replace le politique en face de ses responsabilités, en lien avec la démocratie participative, donc la transparence, mais in fine, au bout du compte, et c'est là que dans le livre de Jean de Kervasdoué, j'ai trouvé des objectifs communs, ce que l'on défend, c'est la rationalité de la décision dans une situation d'incertitude. Et donc, la capacité de la science qui ne doit pas devenir muette, parce que ce n'est pas parce que la science n'est pas avance par essai-erreur qu'elle doit être muette à un instant donné. Et derrière tout ça, effectivement, il y a un mot qui n'a pas été prononcé depuis le début, moi je le prononce, derrière le progrès, il y a l'humanisme. Et je pense que le principe de précaution est un principe profondément humaniste. Merci beaucoup. Merci Philippe Tourtellier. On peut peut-être prendre 2 questions du public, des questions étant une phrase interrogative. Et très brève si possible. Ah, bah ce sera d'autant plus bref qu'apparemment il n'y a pas de question. Ah, monsieur. Attendez, un micro. Il y a une question qu'on peut soulever qui résumerait un petit peu l'ambiguïté de ce débat, qui par ailleurs était extrêmement intéressant. C'est qu'on a eu depuis quelques années, je dirais, une application entre guillemets populiste du principe de précaution qui était souvent, notamment dans le domaine de la santé, un principe de parapluie. Comment vous réagissez à cette dernière provocation? On va prendre directement la deuxième question. Oui, ma question est aussi relative au domaine de la santé. Un certain nombre d'interlocuteurs depuis ce matin ont exclu
ont bien expliqué que le domaine de la santé était exclu du principe de précaution tel qu'il avait été défini. Or, en fait, on y revient toujours, et on a l'impression qu'il est même inclus quasi naturellement dans cette question du principe de précaution, parce que l'environnement, c'est la protection des espèces au sens très large, et il y a une espèce particulière qui s'appelle l'espèce humaine. Bon. Et donc la santé, quelque part, semble y rejoindre. Alors, quel est l'état exact législatif, et qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup. On va laisser peut-être Madame Pelletier répondre. Sur la santé ? Écoutez, je pense que c'est quand même la préoccupation principale. Et si on avait demandé à l'époque, s'il y a eu ces demandes par rapport au principe de précaution, c'est bien dans cet objectif-là. Sinon, quel serait l'intérêt d'aller nuire ou d'aller empêcher les industriels de mettre des produits sur le marché, si ce n'est pour protéger, au final, l'individu ? On a besoin de protéger l'environnement, bien évidemment, mais l'environnement, c'est parce que, quelque part, ça nous revient. Si on a de la biodiversité qui disparaît, si on a des pollutions de l'eau, si on a des pollutions des sols, et si on ne peut plus se nourrir correctement, automatiquement, on aura des problèmes. Donc, c'est lié à notre santé, quoi qu'on veuille faire, quoi qu'on veuille expliquer. Ce principe de précaution, il n'est légitime qu'à partir de là. Sur le principe du parapluie, je ne sais pas, peut-être... qui sur l'état du droit, dans la charte de la Constitution, il n'y a que l'environnement, très clairement. C'était plus ambigu dans la loi Barnier, mais ça c'est très clair que constitutionnellement, il n'y a que l'environnement. Mais le Conseil d'État d'une part et le Conseil constitutionnel de l'autre a admis que le principe pouvait s'étendre au domaine de la santé. Et jusqu'à présent, dans notre République, quand le Conseil d'État, et ça s'appelle l'extension jurisprudentielle ou bien l'interprétation de la Constitution. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est aussi le domaine de la santé. Première observation. Deuxième observation, mais c'est vrai qu'originellement, ça ne l'était pas. Deuxième observation, le principe parapluie, pour reprendre l'expression, il est absolument évident que c'est une extension complètement gratuite et mauvaise sur le plan du droit. D'une part parce que ça confond la moitié du temps prévention et précaution, et d'autre part parce que ce n'est pas un principe, c'est une posture. Hein, et donc ça, c'est complètement différent. Et quand vous mettez ça devant les tribunaux, il y a certains tribunaux, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, hein, qui en première instance hésitent, mais la moitié du temps, la jurisprudence est assez exacte et assez bien appliquée. Troisièmement, je m'excuse de dire que les journalistes ont une responsabilité absolument énorme, parce qu'ils confondent complètement précaution, prévention, parapluie. Hein. J'ai entendu dire, par exemple, j'entends appliquer le principe de précaution à la crise économique et au fonctionnement des marchés. Alors ça, j'aimerais bien savoir ce que le principe de précaution vient faire là-dedans. Mais vous avez des articles là-dessus dans des journaux extrêmement respectables. Merci. Donc Alain Geste, et puis ce sera le mot de conclusion. Sur le parapluie, j'ai rien à ajouter. Et sur la presse, je me dispenserai d'ajouter ce qui a été très bien dit à l'instant. Mais le point de droit est extrêmement important et justifie pleinement, je pense, la démarche que nous avons souhaité initier avec Philippe Tourtonnier. Effectivement, le législateur n'a pas souhaité que la santé soit concernée. Mais l'environnement, c'est vrai au sens large, englobe nécessairement plus la santé. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que dès lors que de fait, il y a une prise en compte des problèmes de santé, il y ait une méthodologie qui permette de ne pas laisser à la seule jurisprudence le soin de trancher. Parce qu'à ce moment-là, de notre point de vue, nous ne remplissons pas le rôle du législateur. Donc c'est un des points qui me paraît extrêmement important à traiter, parce qu'à l'heure actuelle, il est exact que cela ne traite jamais, pratiquement,
du problème de l'environnement stricto sensu tel qu'on pouvait l'imaginer, mais exclusivement des problèmes de santé. Donc ça mérite qu'il y ait une méthodologie, qu'il y ait effectivement une procédure qui puisse être suivie de façon à ce qu'on ne tombe pas dans la dérive que nous incitait presque à faire le titre de ce colloque.